Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette émission, ce nouveau programme des grandes gueules pour vous ce matin, toujours poste fidèle au poste, une actualité très politisée, deuxième semaine d'effervescence à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. L'appel à la résistance active et permanente du FNDC a enregistré des heures entre forces de l'ordre et manifestants. Le tableau n'est pas aussi lugubre que dans les manifestations précédentes, mais l'on déplore des blessés, dont un par balle et un policier passé à tabac et poignardé à Ouanidara. Nous aurons sur cette antenne Diallo, le directeur des opérations du FNDC, Monsieur Diallo, qui va nous faire le bilan de cette journée. Et puis nous aurons aussi un autre sujet. Une fillette a trouvé la mort dans les circonstances suspectes la semaine dernière. Son corps a été découvert inerte dans la cour de son école. Aucune trace de violence apparente. Son établissement est pointé du doigt par la famille de la défunte. Son papa, Monsieur Pemou Mamadou, va intervenir pour témoigner de ce qui s'est passé. Alors ce matin, nous avons notre équipe. Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour, Roby Sarah Koulemou. Bonjour Mara. Bonjour Roby. Bonjour à tous. Antoine, bonjour. Bonjour. Jacques, bonjour. Bonjour, Roby. Alors, Moussa Moïse Silla, on va partir des voix s'élèvent au sein de l'opinion publique nationale pour fustiger le silence et l'indolence des chefs religieux face aux tueries enregistrées lors des manifestations politiques et sociales dans notre pays. Quelle analyse faites-vous de cette situation, Moussa ? La question que je me pose, c'est est-ce que ce reproche que l'on fait à nos religieux, est-ce que ce reproche est fondé ? Parce que depuis un certain moment, on attend au sein de l'opinion des voix qui s'élèvent pour pointer du doigt les religieux face à leurs responsabilités à l'égard des crises que traverse notre pays. Certains trouvent que nos religieux n'en font pas assez ou ne font absolument rien du tout pour interpeller le gouvernement, pour interpeller le chef de l'État face aux tueries que nous enregistrons lors des soulèvements politiques ou dans le domaine social. Il se trouve que dans le domaine religieux, souvent ce que l'on fait n'est pas mis au grand jour. J'ai pu mener quelques petites recherches pour me rendre compte que des initiatives ont été prises qui n'ont pas forcément été mises sous le feu de nos projecteurs et qui ont été donc mises à l'écart, complètement à l'abri de nos regards indiscrets par des hommes religieux auprès donc des initiatives allant dans le sens à interpeller l'État, à interpeller le gouvernement, le chef de l'État lui-même sur sa responsabilité face à ces différentes crises. Je veux citer deux exemples seulement parmi tant d'autres. Le cas d'un imam qui se trouve du côté de Koza, du nom d'El Haj Abdoulaye Diallo, donc à Bantoka, Simbaya, à Ratoma. Il a écrit un courrier adressé donc à la Ligue islamique pour transmission aux affaires religieuses, ensuite à la présidence de la République. Parce que souvent on fait l'amalgame entre le secrétariat général aux affaires religieuses, qui englobe quand même toutes les croyances, et puis la Ligue islamique, qui est un peu le pendant qui s'occupe de toutes les questions liées à la religion musulmane dans notre pays. Donc, il a écrit ce courrier pour interpeller le chef de l'État. Je ne peux pas lire tout, mais je lis juste un passage du courrier qu'il a adressé au président de la République. Les grandes gueules. Assalamu alaikum. Alors, il dit que, en effet, la situation que traverse notre pays me pousse à m'adresser à vous, en répondant ici à une injonction prophétique qui stipule, je cite, « La religion, c'est le franc-parler ». Eh bien, il va dérouler dans son courrier un certain nombre d'interpellations sur des faits graves qui portent donc atteinte à la stabilité du pays, qui portent atteinte à la quiétude sociale, afin d'interpeller donc le chef de l'État sur ce qui doit être fait pour ramener le calme dans la cité. Il y a aussi le cas du Conseil interreligieux de Guinée. Le Conseil interreligieux de Guinée qui a écrit un courrier de demande d'audience au président de la République. Ce courrier date de plusieurs semaines maintenant, mais il n'y a aucune réponse. Ce courrier n'a reçu aucune réponse favorable de la part de la présidence de la République. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté de recevoir le conseil interreligieux qui demandait à rencontrer le président de la République sur les mêmes faits. C'est-à-dire qu'une audience qui allait donc porter sur le conseil interreligieux, c'est d'abord les musulmans, ensuite les chrétiens
qui sont au sein de ce conseil, donc qui ont demandé une audience au chef de l'État. Eh bien, ils voulaient également l'interpeller sur la situation que traverse notre pays. Je vais juste lire un passage de la demande qu'ils ont faite. Nous, religieux, chefs religieux, musulmans et chrétiens, avons l'impérieux devoir d'apporter notre contribution pour la préservation de la paix et la cohésion sociale. Nous avons le devoir divin d'être auprès de vous, à qui Dieu a confié la destinée de notre pays. Vous qui êtes aujourd'hui le père de la nation, le premier garant de la paix et de la stabilité, pour vous soutenir dans l'accomplissement de vos nobles tâches que vous confère votre salut et vous interpeller donc sur ce que traverse notre pays. Donc ils vont essayer de l'amener à comprendre les raisons de cette demande d'audience pour qu'en fait il soit reçu et qu'il puisse discuter des affaires concernant notre nation. Ce courrier n'aura pas de réponse du côté de la présidente de la République. Il y a des initiatives privées qui sont également prises par certains imams. Vous savez, chaque vendredi, il y a le sermon qui est écrit, qui est envoyé aux différentes mosquées. Il y a certains imams qui sont un peu réfractaires de ces sermons-là, qui considèrent comme étant une sorte de lavage de cerveau des fidèles musulmans. Souvent, ils trouvent que c'est trop truffé, d'assez de combines politiques et tout cela, parce que, quoi que l'on dise, le secrétariat général des religieuses, il a beau être un religieux, un homme de foi, ça reste toujours quelqu'un qui peut assister au Conseil des ministres, qui également qui est impliqué à un niveau très élevé, qui est malléable et tout ça, c'est un politique. C'est un politique, donc ils trouvent certains imams mettre de côté ces sermons qu'on leur envoie pour les prières de vendredi. Ils font leur propre sermon afin d'interpeller nos populations et nos gouvernants sur leurs responsabilités. Le cas emblématique de notre imam qui est juste à côté, l'imam de la mosquée Fofanaya, c'est une belle illustration de tout cela. Eh bien, c'est aussi le cas de l'imam Ratib de Conakry. Ceux qui ont suivi le sermon de vendredi dernier peuvent se rendre compte que El Hadj Mamadou Saliou n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a quand même tenu des propos assez durs, des propos remplis de logique, amenant à repenser un peu la façon de faire du côté de nos gouvernants. Mais si tout cela est fait et qu'il n'y a pas une réponse au niveau de ceux que nous dirigent, je pense que c'est là où il faut chercher, il faut pointer du doigt la responsabilité de nos gouvernants. On peut certes, peut-être certains peuvent trouver à redire sur les méthodes qui sont utilisées par nos religieux, mais ce serait pas juste de dire qu'ils ne font absolument rien. Ils font quelque chose, mais l'écho, il n'y a pas d'écho. Ça ne trouve pas une résonance particulière auprès de nos gouvernants, auprès du chef de l'État. Ça ne trouve absolument rien. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'il est prompt à écouter nos religieux lorsqu'ils souhaitent les inviter pendant le Ramadan et autres à dîner. Ouais. Mais lorsque ces religieux prennent leur responsabilité pour attirer son attention sur les dangers qu'encourt notre pays, eh bien, on a moins le temps de les écouter. Et c'est vraiment quelque chose d'assez grave. Et il faudrait que le président de la République comprenne que c'est vrai, il est entre plusieurs feux et autres, mais ceux qui peuvent l'aider à stabiliser le pays, à pacifier un peu les relations entre les citoyens, ce sont nos religieux. Nous sommes à 90% croyants dans ce pays, un peu plus peut-être. Nous allons dans les églises, nous allons dans les mosquées. Eh bien, si ces religieux-là vous demandent à vous rencontrer, demandent à faire passer des messages auprès de vous, je pense que ce ne serait pas bien d'entendre leur voix, de les écouter et d'appliquer les sages conseils qu'ils auront à vous donner. Jacques, comment expliquer le fait que le président de la République quand même met du temps ou on peut dire refuse de rencontrer les chefs religieux pour évidemment aborder le sujet sur la crise politique actuelle? Est-ce qu'on peut dire que nos chefs religieux ont perdu de leur superbe, de leur influence? Juste une précision, le courrier de demande d'audience a été signé donc d'El Hadj Mamadou Saliou, donc l'imam Ratib, et de Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Comment expliquer le fait que le président soit finalement réfractaire à rencontrer les chefs religieux en cette période? Jacques Léwa-Lénon. Le président Alpha Condé n'est pas le seul à refuser de rencontrer souvent des religieux. En tout cas, lorsque la situation est similaire à celle que nous traversons actuellement. En RDC, c'était pas facile au départ. Lorsque la CENCO a voulu travailler dans la crise, a voulu apporter, n'est-ce pas, de son aide. Moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. C'est pourquoi j'ai dit ici, je comprends la réaction des Guinéens qui disent que les religieux n'en font pas assez. Et peut-être même qu'ils sont assez silencieux. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu leur influence? Ils ont perdu. Je veux en venir.
Parce que tout dépend de la façon dont vous vous êtes comporté depuis. Si vous vous êtes comporté comme des personnes qui sont capables de cacher la vérité pour marcher sur la vérité du politique, et bien entendu, le jour que vous allez vous lever pour vouloir dire votre vérité, ça va être très compliqué. Je veux prendre juste un cas très précis. Le 14 octobre 2019, il y a eu des morts dans ce pays. 7. Il y a eu des réactions partout. Même des gens qui soutiennent le changement de constitution se sont indignés. Nos religieux, même s'ils se sont indignés, mais ils se sont indignés en cachette. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous indigner tout simplement à la mosquée ou à l'église. Il y a des médias. Il y a des grands croyants. Le pape, quand il veut s'adresser au monde, il sait qu'il ne peut pas parler au Vatican tout simplement. Il s'adresse à travers les médias pour que le monde entier l'écoute. La dernière fois, le Conseil chrétien a voulu s'adresser à la nation guinéenne. Il a fait appel aux médias. Nous avons envoyé des journalistes. Je pense que si les religieux veulent passer leur message à travers les médias ne refuseront pas. Il faut dire tout simplement qu'ils ne font pas assez. Qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ont caché la vérité. Ils n'ont pas pris le courage de condamner les tueries du 14 octobre. De manière... Non. Les initiatives, d'accord. Il manque pas d'initiatives. Et puis, quel est le lieu d'expression Je vais terminer. C'est quoi le lieu d'expression des religieux? Oui, mais en parlant... Aujourd'hui, Moïse, vous ne pouvez pas... déplacer les responsabilités. Ce sont nos gouvernants qui sont sourds aux appels de nos religieux. C'est pas le contraire. Non, Moïse. Oui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui limiter vos messages au niveau de l'église. Si vous limitez vos messages au niveau d'une église, dites-vous bien que la mosquée ne va pas apprendre. Non, mais si vous limitez votre message au niveau de la mosquée, dites-vous bien que l'église ne va pas apprendre. Et il faut que le message il soit cohérent. Je pense que la force des religieux aujourd'hui devrait venir d'abord de leur cohésion, de leur union. Ils doivent agir ensemble. Ce que vous dites là, moi, un pasteur m'a fait voir son écrit. Et lui, il est allé au-delà de ce que cet imam a fait. Il a dénoncé non seulement le silence des politiques, mais il a dénoncé le silence de ses confrères religieux, chrétiens protestants, chrétiens catholiques, mais également leaders religieux musulmans. Ça, c'est un pasteur de l'église protestante évangélique qui est conscient qu'ils ne sont pas en train de jouer leur rôle. Antoine, il faut pas dire, non, ils sont dans leur rôle et ils jouent leur... Non. Je crois que la Cinco, et je veux aller là-bas, parce que, qu'est-ce que la Cinco a fait? La Cinco a commencé par dénoncer d'abord les tueries, la crise en RDC. Là-bas, ils étaient très impliqués dans l'élection. C'est pas le même contexte ici. Non. Ça, c'est à la dernière minute. Mais d'abord, n'oublie pas que la Cinco avait son résultat de l'élection et tout ça. Ils étaient assez impliqués. C'est vous qui le dites. Mais de toutes les façons, je crois que l'implication de la Cinco a aidé à ce que Kabila ne se représente pas. Parce que la Cinco était du côté de la société civile. La Cinco était du côté de la société civile, la Lucha, mais également, comment on appelle ça, toutes ces organisations de la société civile qui ne voulaient pas que Kabila se présente. La dernière fois, ça c'était, je crois, c'était hier ou avant-hier, comment on appelle ça, la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire a tenu un message assez clair. C'est pas un message, il n'y a pas de message d'ambiguïté par rapport à ce qui se passe, la situation politique dans le pays. Je crois qu'on ne peut pas continuer à dire non, les religieux, ils doivent rester dans le Coran, dans la Bible et ne pas sortir un peu, dire la vérité à tout le monde. Je crois qu'ils peuvent le faire. Il n'y a pas de difficulté à s'adresser à travers les médias pour que le message puisse aller. Par exemple, ces initiatives en cachette, j'apprécie bien. Mais si vous avez fait une demande d'audience et que ça n'a pas marché, vous appelez au moins les médias pour qu'on sache que vous l'avez fait. Mais comment expliquer? Je crois que c'est très important pour qu'on relaie. Antoine, comment on explique? Parce que là, on ne le sait pas. Je vais passer la parole après les dénonciations. Je vais passer la parole à Antoine. Antoine, comment expliquer le fait que des chefs religieux qui sont quand même censés être respectés demandent à rencontrer le président de la République et n'y arrivent pas? Est-ce que finalement on se dit que dans un pays où les chefs religieux sont blanchis par l'État, est-ce qu'ils ne perdent pas leur influence? On le sait très bien, ils sont blanchis par l'État.
vous avez employé un mot censé être respecté. Est-ce qu'en Guinée, nos religieux sont respectés? Les grandes gueules. Je dis non. Ils ne sont ni respectés ni écoutés. Attendez que je finisse. Ils ne sont ni respectés, ni écoutés. Attendez que j'aille jusqu'au bout, vous allez comprendre de quoi je parle. Lorsque des religieux se mêlent de politique, comment voulez-vous qu'on les écoute ou qu'on les respecte? Mais non, même ça se passe partout. Au Sénégal, les religieux sont le très Sénégal, c'est le Sénégal, la Guinée, c'est la Guinée. Le contexte guinéen, évitez parfois de comparer les choses. Le contexte guinéen est si particulier qu'il faut faire attention en voulant faire les comparaisons. En Guinée, c'est dans ce pays. Est-ce que finalement, ils ont perdu de leur influence parce qu'ils sont blanchis par l'État? Il y avait quelle influence avant? Dites-moi une seule chose que les religions ont pu faire dans ce pays qui ont changé les choses. Il n'y a pas grande chose. Il n'y en a pas du tout. Depuis les 10 années d'Alpha Condé, il n'y a pas eu un seul acte pris par les religieux qui a été suivi. Je prends l'exemple de ce rapport qui a été fait par ces religieux par rapport à la réconciliation. Monseigneur Vincent Koulibaly et l'imam Ratib de Conakry, Mamadou Saliou, ils ont travaillé pour rendre public un rapport provisoire de réconciliation. Depuis 2000, je crois, 15 ou je sais pas, 13. Ça a été remis au président de la République, au Palais du Peuple, de façon solennelle et officielle. Alpha Condé les a mis où? Dans son tiroir. On n'en parle plus. Ce rapport provisoire de réconciliation, on n'en parle plus. Pourtant, ça a été présenté devant d'éminentes personnalités. La communauté internationale, le chef de file de l'opposition et même du président de la République, qui ce jour-là a tenu un propos divisionniste. Est-ce qu'il y a la volonté d'écouter les religieux? J'ai dit non. Lorsque vous n'êtes pas écouté, vous n'êtes pas respecté, mais vous allez vous respecter, vous allez vous replier sur vous-même. Le constat que je fais, Roby, c'est que dans ce pays, lorsque vous tentez de dire la vérité, on l'apprécie en fonction de ce que ça nous apporte comme intérêt. Quand ce n'est pas intéressant pour nous, on ne vous écoute pas. Imaginez-vous qu'un religieux prenne la parole et qu'il dise une vérité à l'un des camps. Le camp adverse va l'apprécier parce que ça va dans sa faveur. Mais quand c'est le contraire, il ne l'apprécie pas du tout. Les vérités dans ce pays ne sont pas prises en compte. C'est pris en compte en fonction de notre intérêt. Et à mon avis, je comprends parfois les religieux lorsqu'ils sont réticents à vouloir prendre la parole. Parce que généralement, il y a de la manipulation par endroits et il y a que nos religieux très souvent sont imbibés dans des choses pas très nettes. Ouais, surtout la politique. Ce qui fait que parfois c'est difficile pour eux de prendre la parole. Le dernier cas en date, parlant du conseil chrétien de Guinée qui a rendu public une déclaration. Mais dans la déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Le conseil dit de faire 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne pour les chrétiens. Et on demande au FNDC de surseoir à ces manifestations, le temps pour les fidèles chrétiens de Guinée de faire leur jeûne par rapport à la crise en cours dans le pays. Mais qu'est-ce qui les empêchait de se prononcer par rapport au cas de tuerie en cours dans le pays? De dire au moins des choses vraies par rapport à ce qui se passe. Mais quand on demande de faire des jeûnes et tout cela par rapport à la paix en Guinée, c'est bien beau, mais c'est parfois important de toucher la plaie afin que vous soyez bien compris. Est-ce que Mara, on peut dire qu'il y a un peu de lâcheté là-dedans? Ou alors, est-ce que comme disait Antoine, les religieux se rebiffent à prendre la parole, ou tout simplement, ils ont peut-être la peur dans le ventre de dire la vérité au président de la République, qui les entretient, hein? Bon, entretien, c'est pas très sûr. Il y a des imams. Non, attendez, pas tout le monde. On le sait. Pas tout le monde. Faut pas qu'on se cache la vérité dans ce pays. Le président, il les entretient. Non, c'est connu. Pas forcément, pas tous. Il faut relativiser. Il faut il faut être prudent. On parle. Il y a les imams qui ne sont pas tenus par le gouvernement. On sait très bien on est dans les confidences, Antoine. On entretient quelques-uns. On ne peut pas tous les taper avec le même bâton. On sait qu'il y a beaucoup d'imams récemment qui ont reçu des véhicules assez coûteux. On sait qu'il y a certains qui prennent salaire quelque part en Guinée. Donc c'est très difficile. Continue à citer. Quelqu'un qui t'entretient de dire la vérité. Mais c'est pas tout le monde. Ils ne sont pas tous dans le même bâton. Robert Sarah était en Guinée récemment, rappelez-vous, il a tenu un discours, mais apparemment, aucun Guinéen n'a semblé prendre en considération ce qu'il a dit. Ouais. Pourtant, ce qu'il a dit était assez véridique, mais les médias surtout n'en ont pas fait écho. J'ai fait le constat, la plupart des médias ont passé cela sous silence, alors que les messages véhiculés par Robert Sarah à l'époque, pas à l'époque, mais récemment, étaient très purs. Et ça disait la vérité à tout le monde, mais apparemment, personne n'a semblé y accorder de l'importance. Parce qu'on n'aime pas entendre ce qui est vrai dans ce pays. Est-ce que finalement le fait que le débat politique est vraiment pignon sur rue dans notre pays, les autres questions passent en second degré, Aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression que l'aspect religieux est passé au second plan. Ce pays est, dit-on, 90% religieux. Aujourd'hui, on se plaint que les religieux ne font rien.
Mais le courrier que Moussa Moïse vient de lire prouve que ces gens sont en train de prendre des initiatives. Même si ça n'a pas le même effet médiatique. Mais est-ce qu'il faut absolument aller rencontrer le président de la, République physiquement pour lui dire les cas Roby, aujourd'hui, Jacques Léoal le disait. Aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller prendre d'assaut les médias et puis de dire la vérité au peuple de Guinée, au président de la République. Ça va tomber dans de bonnes oreilles. Non, mais attendez, Jacques, aujourd'hui, prendre les médias d'assaut, ça va augmenter la crise. Non, parce que non, ça dépend du message. C'est comme si les religieux se sont mis dans un camp. Mais allez rencontrer le président. Mais cette crise, les politiciens ont pris crise en les Guinée, médias. s'il vous plaît, cette crise en Guinée ne tient qu'à une personne, le président de la République. Et la meilleure solution, c'est quoi? Que les religieux partent lui rencontrer. Ils ont fait ce courrier. Ils espéraient pouvoir rencontrer le président et partager avec lui sur ce sujet avant de se prononcer. Mais les religions sont différents des politiques. Mais ils avaient été rencontrés dans le cadre de concertation. La communication des politiques. Avec le Premier ministre. Non, je finis, Jacques. La communication des politiques, ça a un but. Moussa, oui. N'ont pas le même calendrier que nos hommes politiques. Le langage du religieux n'est pas celui du politique. L'arme du religieux n'est pas forcément l'arme du citoyen lambda. Ils ne peuvent pas défendre leur point de vue par les cailloux, par les kalachnikovs ou quoi que ce soit. C'est par la force de leur foi et de leur croyance. Et on ne peut pas aujourd'hui dire que ces chefs religieux n'ont absolument rien fait. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis pas du tout d'accord. Je veux juste donner un exemple. Ils ont pris des initiatives. Je veux juste donner un exemple. Le cas de Mamadou Saliou, l'imam ratib de la grande mosquée. Il a été rencontré par le confrère d'Afrique à Guinée. Il dit, je ne parle plus de ça. J'ai fermé cette porte-là parce que j'ai tout dit. On ne m'a pas écouté ni considéré mes conseils. Vous parlez à qui? Vous parlez dans le désert? Ça devient 20 traquenards si ce que vous dites n'a pas d'écho, n'a pas d'effet. Le cas de Monseigneur. Mais vous savez, il ne faudrait pas que l'on oublie que le problème, ce n'est pas celui qui a la capacité de parler et qui use donc de cette faculté de parler. Il faut plutôt pointer du doigt celui qui a ses facultés d'entendre et qui refuse d'entendre. Ce sont nos gouvernants. Nos religieux font du mieux qu'ils peuvent, mais nos gouvernants sont absolument sourds au message qu'ils passent. Voilà ce qu'il faut. Voilà la vérité dans cette histoire. L'imam Ratib, le Monseigneur Vincent et autres, mon frère, jeûner et tout cela, ben, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais je pense que c'est quand même une âme qui est utilisée dans un monde bien connu. Bien connu. Et au-delà de cela, ils ont lancé plusieurs autres appels. Ils ont fait plusieurs autres déclarations. Les déclarations ne finissent pas. Monseigneur Robert Sarah, lors de son dernier passage ici, il en a fait également. Ça a eu quel écho? Le problème se trouve où? Sur ceux qui prennent des initiatives ou ceux qui n'écoutent pas les conseils qu'on leur donne. Jacques Pouclor, sur ce sujet. Je pense qu'au-delà des appels, au-delà des déclarations, les religieux peuvent se rassembler, comme je l'ai dit, retrouver d'abord la cohésion et en même temps proposer un cadre de discussion. Parce que c'est cela, il ne suffit pas de dire tout simplement nous continuons à appeler à la paix, nous continuons à appeler à l'unité, nous continuons à dire qu'il faut abandonner tout ceci. Je pense qu'il faut quand même trouver un cadre dans lequel tous les acteurs peuvent se retrouver pour discuter. On parlait du président de la République. On peut ne pas rencontrer le président de la République. Si on a la possibilité d'entrer en contact avec déjà la mouvance présidentielle, d'entrer en contact avec l'opposition, et je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas aujourd'hui un politique qui soit dans l'opposition ou dans la mouvance, que l'imam Ratib ou Monseigneur Vincent ou le président du conseil chrétien peut appeler, qu'ils ne répondent pas. Ils peuvent les appeler et leur proposer un cadre de discussion. On va voir ce que ça va donner. Mais dire, moi on veut rencontrer le président, mais ça ne marche pas. Je pense que le président de la République, il est un dernier, en fait c'est le dernier à décider. C'est le dernier à décider. Le dernier rempart. C'est vrai que on sait que tout se résume à son niveau, mais il ne peut pas agir seul. Il agit avec un groupe qui est donc de la mouvance présidentielle. Il faut rencontrer la mouvance présidentielle. Il faut leur dire, retrouvons-nous à tel endroit, à tel jour, pour qu'on puisse parler de la Guinée. C'est ce qu'il faut faire. Et non continuer à dire allons à la paix, allons à la paix. Ça ne viendra pas. On va embrayer sur notre second sujet à brosser. Antoine, alors que la grève du SLEG n'est même pas encore terminée, Abdraman Sow, secrétaire général de l'USDG, appelle à l'arrêt des activités économiques dans ce pays. C'est lié, les deux grèves sont liées.
l'une est la suite logique de l'autre, parce que l'USTG étant la centrale mère du SLEC, déclenche son mot d'ordre en soutien bien sûr aux enseignants mis aux arrêts récemment. Aux enseignants mis aux arrêts récemment, on a tous suivi cette arrestation dont a parlé hier Jacques, et on sait tous que le procès, le verdict dans ce procès devait être rendu public hier, mais malheureusement... On va essayer de joindre Abdoulaye Sow de l'USTG. On va l'écouter tout à l'heure. De l'USTG. Voilà, l'USTG, voilà. Merci Moussa. L'Union syndicale des travailleurs de Guinée. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que l'USTG déclenche son mot d'ordre de grève en soutien aux enseignants de Guinée mis aux arrêts récemment. Rappelez-vous, il y a quelques enseignants qui ont été arrêtés. D'aucuns estiment que c'est illégal et injuste qu'ils aient été arrêtés de la sorte au sorti d'une négociation avec le gouvernement. On parle de kidnapping. Justement, et donc l'USTG estime que tant que ces personnes ne sont pas libérées, ou si le verdict rendu ne se fait pas dans les règles de l'art, qui déclencherait un mot d'ordre de grève dans tous les secteurs d'activité relevant de leur domaine. Et on a tous suivi, ça devait commencer hier. On a fait un tour dans la plupart des axes routiers de Conakry. On a pu constater que quelques banques étaient fermées. Pas toutes, parce qu'il y a des banques comme, je ne vais pas faire de publicité, mais il y a quelques-unes comme Ecobank qui étaient ouvertes hier, et d'autres au centre-ville de Kaloum qui étaient également ouvertes. Et le mot d'ordre de grève coïncide avec le mouvement de protestation du FNDC. Ça fait que d'aucuns estiment que c'est parce que le FNDC a déclenché son mot d'ordre d'appel à la résistance que certains n'ont pas voulu ouvrir leurs activités. D'autres disent que c'est parce qu'ils voulaient respecter le mot d'ordre de l'USTG qu'ils ont fermé leurs activités. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le mot d'ordre de l'USTG relève tout simplement de cette grève déclenchée par le SLEC. On a Abdoulaye Sow en ligne, Moussa. Monsieur Sow, bonjour. Les grandes gueules. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Dites-nous d'entrée de jeu où est-ce que vous vous retrouvez à l'instant T. Je suis actuellement à mon bureau à la BCI en train de travailler, d'exercer mon devoir professionnel. Vous êtes au bureau, la grève est terminée, l'appel n'a duré que le temps d'une petite fumée? Non, nous devons, vous savez, nous, toute décision au niveau de l'USTG est prise collégialement. Nous avons invité les membres du BE à une réunion extraordinaire aujourd'hui à 11h, et c'est à l'issue de cette réunion que toute décision sera prise. Le mot d'ordre de grève est-il en cours ou pas? Oui. Quand nous avons dit qu'on va en grève, nous avons dit si et seulement si nos camarades ne sont pas libérés. Étant donné que c'est un report, il faudrait qu'on reconvoque les membres du bureau exécutif national pour qu'on échange et qu'on voie qu'est-ce qu'il faut faire. Non, mais là, je ne vous suis pas du tout. Dans vos propos, on constate qu'il y a un report apparemment de la grève, mais qui n'a pas été rendu public. Vous avez indiqué une date pour aller en grève. Maintenant que la grève n'aura pas lieu, vous n'avez pas rendu public cette décision de report de la grève. Apparemment, d'aucuns estiment que votre grève n'a pas eu d'effet sur le terrain, raison pour laquelle vous semblez vouloir la reporter pour avoir plus d'adhésion à votre mouvement. Vous parlez en bon journaliste, mais nous sommes des syndicalistes très responsables et qui n'agissent que dans le cadre d'une concertation de l'ensemble des membres du bureau exécutif. Nous, il n'y a pas de report de grève, mais il faudrait qu'on se retrouve. Vous savez que le pays est tumultueux, il y a beaucoup de troubles sociaux, les gens se déplacent difficilement. C'est pourquoi on a reporté la réunion à aujourd'hui à 11h. Nous allons tout de suite nous retrouver et vous aurez les nouvelles de la décision qui sera prise par le bureau exécutif national de l'USTG. Monsieur Sow, la coïncidence de votre calendrier avec celui de FNDC, une mauvaise coïncidence ou c'était dans vos plans? Nous n'avons jamais agi en rapport avec le FNDC. Nous sommes dans une revendication légitime qui dure depuis presque une année. Ce sont des revendications salariales. Nous voulons améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Nous ne sommes pas des politiques. Vous savez, le Guinéen, il parle tout, chacun raconte ce qu'il veut. Mais nous sommes des syndicalistes et nous agissons dans ce cadre-là. Nos syndicalistes ont été arrêtés sur le terrain de la réclamation et réclament leurs droits. Et nous voulons qu'ils soient libérés pour qu'on se remette autour de la table, on échange et on trouve la solution aux préoccupations des enseignants. Ça n'a aucun caractère politique.
Deux questions, Monsieur Sow. La première, est-ce qu'il y a des négociations en cours, des rencontres, une médiation en cours, afin que vos camarades syndicalistes du SLEG soient libérés, parce que c'est une grève de solidarité que vous souhaitez lancer. Et la deuxième question, c'est il a fallu bien que vous sortiez, vous leviez le petit doigt pour que l'on entende l'autre SLEG tenu par Monsieur Camara, qui estime que voilà, votre appel n'a aucun sens. Bon, écoutez, la première question, c'est au sortir de nos négociations du lundi dernier à la fonction publique, qu'ensemble, quand nous avons dit que nous ne pouvons pas négocier tant que nos camarades sont en prison, le gouvernement, par la voix du ministre du Travail, M. Komara, nous a rassuré qu'ensemble, on va œuvrer pour que nos camarades arrêtés injustement soient libérés. Et nous sommes toujours dans cette dynamique de faire en sorte que nos camarades sortent de prison. Nous ne pourrons jamais nous retrouver autour de la table pour échanger sur une solution quelconque tant qu'ils sont privés de liberté. Parce que la place, comme je le dis toujours, de l'enseignant, c'est pas en prison, ni de syndicaliste, c'est pas en prison. Je puis vous rassurer que votre deuxième question, en ce qui me concerne, secrétaire général de l'USTG, est sans objet pour moi. Monsieur Sow, par rapport à l'arrestation et à la détention prolongée de vos enseignants, est-ce que vous comprenez l'attitude du gouvernement tout de même? Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés jusqu'ici? Bon, j'ai été au tribunal, j'ai suivi le déroulé du jugement. Il y a un certain proviseur Alassane Berité qui a porté plainte pour coups et blessures volontaires, attaques, etc., de 9 personnes. Mais je peux vous rassurer que le monsieur que j'ai vu au tribunal est mieux portant que moi, mieux portant que vous qui parlez. Il était luisant, il était en cravate, bien habillé. Quelqu'un qui a été attaqué par 9 personnes ne doit pas être comme ça. Ça veut dire que nos camarades ont été injustement arrêtés pour des raisons que seuls les businessmen du conflit connaissent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont intérêt à ce que cette grève s'enlise, à ce qu'il y ait des troubles sociaux. Ils y trouvent leur compte dans ça. Quand le pays n'est pas en paix, et nous voulons la paix, quand le pays n'est pas en paix, ils trouvent leur compte dans ça. C'est pourquoi nos camarades ont été injustement arrêtés et incarcérés. Monsieur Sow, Monsieur Sow, seront libérés. Oui, la vocation du syndicat, c'est de demander l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs. Aujourd'hui, vous êtes en train de dénoncer une procédure judiciaire, quel que soit le reproche que vous avez contre la justice, contre le gouvernement. Mais est-ce que pour ces faits, tout simplement, vous devez associer à une grève des enseignants, des banquiers, des, je sais pas moi, est-ce que vous ne vous incrustez pas dans la brèche? Est-ce que vous voyez qu'il y a un seul fondement? Oui, pourquoi il faut associer toutes les composantes de l'USTG? Parce que c'est comme un ensemble mathématique. Le SLEG est un élément de l'USTG. Quand le SLEG est en grève, nous devons être solidaires de la grève du SLEG, surtout quand ça a un caractère d'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Nous sommes avec eux, nous dans le cadre de la revendication, qui n'est pas politique comme certains le disent. Donc, c'est ces raisons qui nous ont amenés, ça n'a aucune connotation politique, peut-être c'est vous qui parlez de politique, parce que vous aimez tellement parler de politique. Nous sommes des syndicalistes, nous avons un rôle régalien, celui de défendre le travail et les travailleurs. Ce que nous faisons. Vous n'êtes pas loin. Les gens ne nous comprennent pas. Moussa. Mais alors, dernière question sur un autre plan. Nous sommes le 22 janvier 2020. Est-ce que cette date vous rappelle quelque chose, M. Sow? Oui. C'est les événements de 2009. Le mouvement syndical, quand il s'est ébranlé à 2006, 2007, 2008, 2009, je crois que c'est à l'occasion que le syndicat a réussi à faire nommer un premier ministre. Comparaison faite, est-ce que le mouvement de 2007 et le mouvement que nous connaissons maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas match à l'époque? Ceux qui dirigeaient les différentes structures syndicales, est-ce qu'ils avaient plus de poigne que vous maintenant? Est-ce qu'ils avaient plus de gueule? Est-ce que
Est-ce que vous dites que on peut pas se comparer par exemple à Feu Fofana? Les grandes gueules. Parce que le constat que nous faisons, c'est que l'ancienne classe des syndicats était plus coriace, était plus à même de mener des combats et y aboutir. Mais nous constatons qu'à mesure que le temps passe, les syndicalistes actuels ne font pas trop le poids, monsieur Ba. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur La Sow. seule raison, c'est qu'aujourd'hui... c'est le les terrain qui syndicats parle, hein? sont divisés. Aujourd'hui, les syndicalistes sont divisés, mais l'USTG que je dirige garde toujours sa force. Vous pouvez être convaincu. Le jour où nous allons déclencher un mouvement de grève d'envergure, vous verrez les résultats. Et les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités d'alors, de 2006-2007, et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Ni la classe politique, ni la classe syndicale, ni l'équipement aujourd'hui de l'État. Ça a une différence fondamentale. Donc, nous sommes des intellectuels, on agit en fonction du contexte, on apprécie le contexte, mais on est toujours dans une même dynamique, celle de faire en sorte qu'il y ait une justice sociale et que les réclamations des enseignants et des travailleurs d'une manière générale soient prises en compte par l'État. C'est tout. Les grandes gueules. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au niveau de l'USTG? Nous savons qu'au cours de ce soulèvement populaire, vous avez perdu des membres, l'USTG en tout cas a perdu des membres, des citoyens sont tombés, des plaies sont encore fraîches. Nous parlerons amplement de ce sujet avant la fin de cette émission. Mais est-ce que du côté de votre organisation syndicale, il y a quelque chose de prévu en termes de commémoration au moins? Oui, d'abord nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont disparus et exigeons de l'État que lumière soit faite sur toutes ces tueries. Et nous battons. Mais en attendant, monsieur Sow, vous êtes confortablement assis au bureau. Est-ce qu'il y a un événement qui est prévu pour commémorer la mémoire de ces disparus? Oui. Au-delà de votre geste pieux. Oui. Qu'est-ce qui est prévu? Comme je vous l'ai dit, nous serons en réunion tout de suite à l'USTG. Vous saviez quand même que cette date allait arriver, mais monsieur Sow, c'est pas au cours de la réunion d'aujourd'hui que vous allez décider de l'activité? Non, il y a beaucoup de troubles, les déplacements sont difficiles, mais on va voir on peut différer. On va commémorer, soyez rassurés. Nous sommes un syndicat hautement responsable. Merci monsieur Sow. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.